Amis. Alors, petite vidéo, d'actualité. On est en plein justement donc, mi-juillet, hein, donc de 2019 dans, j'ai envie de dire les résultats des différents examens, brevet des collèges, CAP, BEP, bac, BTS et peut-être d'autres. Les résultats scolaires, hein, également, hein, pour ceux qui ne sont pas en fait dans le cadre des examens. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a un lien, très direct en fait avec ça. Donc déjà premièrement félicitations, hein, aux enfants qui ont travaillé quelque part dur pour avoir, j'ai envie de dire ces résultats, qui ont pu obtenir, et félicitations aussi aux enfants qui ne l'ont pas eu. Et avant de développer un peu ce propos, hein, pourquoi les félicitations aux enfants qui ne l'ont pas eu, heu, j'aimerais, vous poser en fait une question. Est-ce que vous faites partie de ces gens, vous savez, au quotidien qui peuvent, souvent douter d'eux-mêmes, qui ont pas forcément confiance en eux? Qui ont cette, propension à se comparer en fait à l'autre, par le biais, des notes, des résultats justement, mais aussi de plus tard en grandissant, de l'image que je vais avoir par rapport à l'autre, de mon statut social, le fait d'avoir eu une belle maison ou une belle voiture et ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui déprimaient, régulièrement, pour certains même, qui partent régulièrement en dépression et quelque part qui sont pas forcément bien dans leur peau? Est-ce que vous faites partie de ces gens, en fait, qui, parfois, quand ils sont dans un environnement toxique, dans le cadre du travail, ont ce dialogue interne ou cette petite voix interne qui leur dit: «Mais hormis ça, qu'est-ce que tu peux faire d'autre?» Souvent, en fait, «Tu es pas capable, tu es pas à la hauteur» et ainsi de suite et on pourrait en rajouter plein à cette liste. Alors si c'est le cas, cette vidéo, je pense qu'elle est pour vous et j'aimerais vous expliquer, ce qu'est une matrice, en fait et je pense que peut-être que je vais, appeler cette vidéo comme ça, «Sortir de la matrice» ou ce qui est un biais de conformisation. Alors tout ça, en fait, des mots peut-être compliqués pour quelque chose de finalement très, très simple. Essayez d'imaginer que vous êtes à la tête d'un pays et que, vous ayez, un intérêt tout particulier à ce que, votre économie, en fait, elle tourne. Que les gens, en fait, qui composent cette même société, finalement, en fait, pour pouvoir ramener de l'argent, dans un monde idéal, soient dociles, travailleurs, soit finalement, conformes à ce qu'on attend et puis en plus, dans l'idéal, ils peuvent fermer leur bouche dans tout ça, et ben, c'est merveilleux. N'est-ce pas là quelque part, en fait, j'ai envie de dire, le fonctionnement dans le regard, en fait, de nos élites, qui serait le plus productif, le plus intéressant, dans lequel on pourrait en avoir un contrôle assez important. Alors une matrice, ça repose exactement, vous allez voir, sur un levier extrêmement simple, donc le biais de conformisation, mais aussi également le biais de conformité, ce qu'on appelle ni plus ni moins une matrice. Alors pour faire simple, et ça vous l'avez connu depuis que vous êtes tout petit, et vos parents aussi, hein, et vos grands-parents, vos aïeuls, vos aïeux, et ainsi de suite, et ça fait des générations. Pour faire simple, on va dire que ce système, il s'est complètement accentué depuis les années, en tout cas le début des années 1900, avec l'apparition d'un personnage vraiment très important qui s'appelle Édouard Bernet, hein, qui est, je pense, le neveu ou le filleul, je ne sais plus, de Sigmund Freud, et qui va mettre en application ce que Sigmund Freud en fait avait établi dans on va dire dans les comportements individuels, a pu le transposer en fait dans les comportements collectifs, c'est-à-dire amener des individus à modifier un comportement, les amener à un comportement de consommation ou même diriger hein, dans une politisation des choses. Et ce jeune Édouard Bernet, hein, pour faire simple, pour ceux qui ne le connaissent pas, à l'époque, il a 24 ans et c'est un peu le père, enfin c'est pas... Bon, c'est en tout cas, il a contribué très largement, techniquement, à développer en fait ce qu'on va appeler la propagande. C'est lui qui définira le terme de relation publique pour remplacer la notion de propagande, et c'est le père en fait du marketing, hein, pour faire simple. Alors si je devais citer un petit peu les grandes choses qu'il a mis en place, il a contribué très largement à favoriser l'entrée des États-Unis en fait pour la Première Guerre mondiale, où le président de l'époque avait dans son mandat était parti sur des bases en fait justement de complètement dire ben non on ne rentrera plus en guerre. C'était en tout cas une promesse en fait de son mandat. Et il y a eu un bras de fer qui a pu justement avoir une tendance différente, hein. C'est la personne pardon, qui va développer et contribuer en associant l'image de la cigarette, l'émancipation à la femme, et qui va contribuer à développer le féminisme, hein, un petit peu comme on le connaît, en tout cas comme il s'est transporté progressivement en fait en Europe. C'est
La personne qui rajoutera un troisième repas, le petit déjeuner en fait au matin pour stimuler en fait les ventes de bacon, de lait et ainsi de suite. C'est la personne en fait qui contribuera à complètement développer la notion de «rêve américain» entre guillemets, même si elle avait déjà été faite bien avant. Et bref, et on pourrait en citer et en citer. Alors, une matrice, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Vous avez un système dans ce qu'on appelle de double injonction. Tout ce qui va rentrer dans le cadre de ce qu'on attend, on le valorise. Tiens, voilà un bon point. Tiens, voilà une image. Tiens, voilà un encouragement. Tiens, voilà une récompense. Tiens, on t'entoure. Tiens, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'on peut retrouver aussi dans le monde du travail, hein, pour certains, hein, avec justement en fait des rapports annuels où vous allez être convoqué pour l'entretien, où vous allez être noté, évalué, ainsi de suite. Vous allez le retrouver dans la comparaison aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, de ce qu'est avoir réussi. Et tout ce qui va sortir hors du cadre, qui ne sera pas conformé, on le diabolise. Donc pour faire simple, à ce moment-là, punition, sanction, ça peut passer par du rabaissement, privé ou en collectif, et on pourra en développer plein. Donc en gros, on a deux systèmes. Alors, soit vous rentrez dedans, et à ce moment-là, vous êtes conformé, mais partez du principe qu'il faut que ça vous corresponde, parce que si vous avez des attentes différentes, si vous avez finalement des rêves et des projets différents, et que vous prenez le risque de décevoir ces gens qui partagent finalement ces mêmes réalités, qui peuvent parfois être inconsciemment, nos propres parents, les gens qui nous entourent, la société dans la grande généralité, alors à ce moment-là, on va jouer sur une peur qui s'appelle la peur du rejet. Et quelque part, beaucoup de gens vont chercher à emprunter cette première voie pour se conformiser, coûte que coûte, quitte à porter un sac, un gros sac, avec des choses qui ne leur correspondent pas ou plus à un moment donné. Ça peut être dans l'enfance, dans l'adolescence ou dans la vie d'adulte. Évidemment, dans cette matrice, on met un autre système, c'est la comparaison à l'autre. On apprend toujours à vous comparer à l'autre, c'est pour ça qu'on a des systèmes d'évaluation avec des notes et ainsi de suite et ainsi de suite. Et si vous sortez de ce cadre, bah évidemment, ça devient très compliqué parce que là, on active complètement, on appuie sur le bouton, en fait, justement, par le biais de cette comparaison, quelque part, tu n'as pas réussi, tu n'es pas à la hauteur, et ainsi de suite, t'es pas comme nous, quelque part. Alors, en fait, dans ces réalités-là, vous allez avoir deux grandes notions. On va vous dire, ça c'est avoir réussi, ça c'est échouer, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est être intelligent, ça c'est être stupide, ça c'est être beau, ça c'est être moche. Autant de qualificatifs implicites, on pourra en rajouter d'autres, qui vont toujours vous permettre de vous retrouver dans un étau, c'est pour ça qu'on dit une double injonction, dans lequel il est très difficile d'en sortir sans y perdre beaucoup de plumes, j'ai envie de dire. Tout le temps vous conformez, vous faites la vie quelque part qu'on attend de vous, mais si vous prenez le parti pris de vous extraire de ça, vous prenez le risque en fait d'être critiqué, d'être jugé et ainsi de suite. Pourtant, ces notions qu'on vient de voir, l'échec, réussir, pardon, de ce côté-là, l'échec de l'autre côté, où c'est bien, où c'est mal, où c'est être intelligent ou être stupide, ou beau ou moche, en fait, tous ces systèmes sont biaisés par définition. C'est-à-dire que dans les faits, elles vous amènent toujours à devoir juger plutôt que de comprendre. Alors vous jugez vous-même et contribuez à juger l'extérieur. Comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, dans la vie, on perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et j'ai envie de dire qu'on a tout à gagner, à apprendre. Et des bébés qui ont appris à marcher sans tomber, vous en rencontrerez jamais. C'est-à-dire que vous avez un environnement extérieur qui évolue en permanence et un cerveau qui a évolué pour se confronter à l'erreur, pour pouvoir se reparamétrer, s'adapter. Maintenant, imaginons que ce bébé, à chaque fois qu'il se casserait la figure, on lui dirait « c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est pas la bonne façon de faire » ou « la honte, t'as échoué ». Vous allez très vite remarquer dans les expériences qui ont été faites sur les mammifères que ce bébé va freiner sa marche. Pourquoi? C'est pas qu'il sait pas faire, c'est qu'en fait lui c'est qu'une question de temps avant qu'il marche. Mais derrière en fait, s'il prend le parti pris de marcher et qu'on ne le reconnaît pas dans ce statut-là, il prend le risque du rejet. Alors à ce moment-là, il va freiner sa marche tout simplement. Ce dispositif qu'on va parler pour la marche, il va se placer sur toute forme d'apprentissage en fait en général. Alors à ce moment-là, si j'arrive à croire à l'échec, dans les faits, je prends le parti pris quelque part en fait d'échouer. Alors que dans les faits, tout ça c'est une notion en fait qui est purement culturelle.
C'est pour ça que vous allez avoir des approches complètement différentes aux États-Unis, hein. On peut en dire ce qu'on en veut, mais en tout cas, ils récompensent et favorisent beaucoup plus l'échec que ce que nous, en fait, on fait en France. On a une culture de l'échec dans laquelle, si vous ratez, c'est très rare qu'on vous redonne une chance. Alors qu'aux États-Unis, limite, plus vous êtes planté en fait dans la vie, plus on va dire, ah, t'as connu l'échec, tu sais ce que c'est, maintenant on réinvestit sur toi parce que voilà, tu sais comment ça fonctionne. Donc voilà, en fonction des cultures, des mœurs et ainsi de suite, vous allez pouvoir avoir en fait, même dans les pays nordiques, hein, on a un rapport là-dessus qui est complètement différent. Bon bref. Donc déjà, dans la notion en fait de réussir ou d'échec, ça va poser problème. Donc tout le temps où je crois à la notion d'échec, bah, je le vis, tout ce que votre cerveau vivra comme réalité, croira comme réalité, le vivra comme une réalité. Et quelque part, dans son dialogue interne, il se dira toujours je suis pas capable, je suis pas l'auteur, je sais pas faire, et ainsi de suite. Et cherchera toujours à se comparer aux autres. Tout ce qu'il va voir, qui va lui dire que l'autre est meilleur, il se comparera à lui. Mais du coup, il va se rabaisser par rapport à ça. Et il va donner un pouvoir aux gens extrêmement important, le pouvoir de se faire juger et critiquer. Et puis, alors, il y a le terreau extraordinaire sur lequel on était posé, qui repose sur les valeurs judéo-chrétiennes et les piliers grecs, qui sont notre morale, nos valeurs, le bien et le mal. Alors là, c'est le graal de la société. Et pourtant, dans les faits, vous savez, il n'y a pas plus discriminant que ces notions qui sont le bien ou le mal, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, euh, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il est bien facile en fait de juger que de critiquer. Et déjà, cherchons à comprendre comment en fait on crée finalement nos relations. Nos relations, vous savez, vous serez toujours attiré par quelqu'un qui aura des valeurs qui seront proches, similaires des vôtres, mais aussi des valeurs que vous allez convoiter. Mais ce qui implique aussi que à partir du moment en fait où vous allez être confronté à des valeurs antagonistes aux vôtres, vous allez juger et reprocher. Et c'est là que vous allez rentrer dans un cercle infernal qu'on appelle le triangle infernal de Karpman, dans lequel en fait on va créer et attirer des situations à nous et créer de la discrimination en fait à l'égard d'autrui. Si maintenant en fait je suis capable finalement de rentrer sans jugement sur un individu, pas le regarder pour une image ou une vitrine qui me donne, mais chercher à comprendre ce qu'il me dit, vous allez voir que je ne vais pas forcément du coup le juger, mais je vais être amené à comprendre beaucoup plus ce qu'il me dit dans le message de fond. Ah, moi, j'aime bien expliquer aux patients, imaginons que je suis en colère face à vous, alors on va le voir sur mon expression de visage, on va l'entendre dans mes mots, on va le voir dans mes actes, et oui, et quelque part, le cerveau, il regarde que ça. Mais si on regarde les choses comme ça, on passe complètement à côté du message qui vous dit. Cette personne, en fait, si vous posez la question, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? En fait, de quoi elle a peur? Vous allez voir que vous ne serez pas dans un jugement. Vous allez chercher à comprendre ce qu'elle vous dit. Et vous allez comprendre qu'elle est similaire, en fait, quelque part, en fait, à vous. Alors, si vous raisonnez dans cette peur, vous vous rendez compte que vous-même, vous êtes dans cette peur, et ça devient un bon moyen, quelque part, bah, pour grandir, hein, apprendre de ça, ou de l'autre côté, si vous n'êtes pas dans cette peur, vous n'êtes pas dans un jugement. Et donc vous pouvez comprendre et amener à dépasser la personne, en tout cas dans ses objectifs, et à avancer, évoluer. Alors quelque part, bah, à ce moment-là, on ne prend plus les choses réellement pour nous, ça devient la peur de l'autre, et c'est pour ça qu'on peut avoir un champ de vision et de compréhension qui va être beaucoup plus large, pour le coup, que si on regarde uniquement les expressions, les mots ou les actes, on n'est plus enfermé dans un je suis la victime, et lui c'est mon persécuteur, et alors du coup bah, je le renvoie à la figure, ainsi de suite. En fait, à ce moment-là, en fait, on peut sortir de cette impasse-là. Et il y a la notion en fait d'intelligence, ou j'ai envie de dire en fait, ou de bêtise, hein, qui va souvent être associée à notre performance scolaire ou autre chose, qui est aussi en fait un biais cognitif. Vous savez, euh, moi je vois tous les jours des gamins qui dans les résultats scolaires sont parfois dans les moyennes très basses ou dans les classements au plus bas. Et quelque part, ces gamins-là, en fait, quand ils ont fini par croire qu'ils étaient stupides, ils le vivent comme étant quelqu'un de stupide. En tout cas, au fond d'eux, ils ont vraiment fini par le croire. Et parfois, il y a des gamins qui, plus tard, sont testés. C'est assez rigolo, en fait, pour des tests de QI, avec toute la valeur que ça peut avoir ou pas. Mais en tout cas, ces mêmes gamins, on leur dit un jour, mais attends, en fait, c'est tout l'inverse. Tu as un QI qui va dépasser, je sais pas, les 130, les 140, donc on rentre dans la surdouance, hein, pour certains, même dans le génie. Bon, même si ça reste des échelles qui sont très relatifs et qui veulent tout et qui veulent rien dire. Parce que je pars du principe que l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation, et que à partir du moment où vous êtes là, vivant, hein, face à moi, et que ça veut dire que vous avez mis en place des multitudes d'apprentissages, de ressources, de connaissances, et qu'en tout cas, vous êtes vivant, vous êtes adapté. Mais que si moi j'étais à votre place, vous savez, je pourrais pas dire que je suis encore vivant, je pourrais pas prétendre avoir fait mieux ou pire que vous. Parce que si je vous prends pas en compte dans un contexte, comment voulez-vous que je compare deux gamins
Alors que peut-être il y en a un dans un cadre familial, on lui a appris à bien apprendre, en le valorisant, en le structurant, ainsi de suite, parce qu'on lui donne du temps, de l'attention, ainsi de suite. Et parfois, vous aurez des gamins tout l'inverse. Parfois, les parents, ils travaillent, ils n'ont pas forcément le temps. Parfois, ce gamin, il y a eu des maladresses sur sa façon, il a été appris sur la contrainte, sur la peur, hein, sur la réprimande, et ainsi de suite. On va lui donner un critère d'évaluation qui est une note ou une moyenne, puis on va lui dire, bah, voilà, suite à ça, tu es intelligent, tu es stupide. Vous y croyez, vous? Vous pensez que c'est pertinent comme système? En tout cas, moi, personnellement, pas du tout. Par contre, ça peut être très blessant. C'est la seule chose que je pense, on pourra en tirer comme conclusion objective, c'est que c'est très blessant pour la personne qui va contribuer encore à se comparer, à s'alimenter autour de ça. Et puis, si on va parler de la beauté, alors la beauté, vous savez, moi je viens un peu, moi ce que j'appelle la génération Barbie, hein. Vous savez, il y avait les femmes comme les hommes, on disait, bah tiens, une femme, elle doit être comme ça, hein, physiquement, elle doit être grande, avoir des seins comme ça, une poitrine comme ça, une taille comme ça, et ainsi de suite. Et ça, c'est être jolie. Alors, toutes celles qui rentraient plus ou moins dedans, elles pouvaient un peu tirer leur épingle du jeu, et puis jusqu'à là, on va dire, bah voilà, c'était plutôt bien. Sauf que dans les faits, vous savez, moi quand je récupère les gens en thérapie, c'est pas ce qu'ils vous disent. Ils vous disent souvent, bah ouais, mais moi, à un moment donné, je sais pas pourquoi on m'aime. Est-ce que c'est pour ma personne? Ou est-ce que c'est pour l'image que je représente, par exemple? Et puis, il y a ces femmes hein, qui peuvent être plus ou moins en périphérie de ça, qui vont dire, ben moi, en fait, je vais tout faire pour ressembler quelque part à Barbie, d'une certaine façon, hein, c'est très caricatural. Hein. Et à ce moment-là, je vais me maquiller, je vais faire la chirurgie, je vais faire ci, je vais faire ça, et je vais tout faire pour rentrer dans ce moule qu'on attend de moi. Et souvent, ça sera aussi une souffrance. Et puis alors, je ne parle pas de celles qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là, qui souvent seront montrées du doigt parce que pas forcément conformées, parce que peut-être un peu plus fort, parce qu'un peu plus ci, un peu plus ça. Et là, on est encore hein, dans une double tenaille dans lequel c'est difficile de tenir ses rôles. Alors, je ne vais pas développer plus que ça. Où je vais en venir, c'est que tout le temps où vous ne savez pas ce que vous êtes, la valeur que vous avez, ce que vous représentez, que vous apprenez pas à vous aimer, vous allez donner un pouvoir au monde extérieur, aux gens, de jugement, euh, qui va vous impacter très lourdement. Et vous serez toujours dans ce jeu de comparaison. Alors que dans les faits, on pourra objectivement jamais se comparer à qui que ce soit. Vous êtes vous, avec vos atouts et vos forces à développer, j'ai envie de dire. C'est-à-dire par rapport aux choses, dans les domaines dans lesquels on peut être perfectible et modifié. Et ce qui est bien dans tout ça, la moralité de l'histoire, c'est que vous n'êtes plus le petit enfant qui vivait, qui était dépendant d'un certain contexte à l'époque. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez garder le meilleur de tout ça, mais aussi changer et améliorer aujourd'hui les choses, les modèles, en tout cas les programmations qui étaient un peu délétères, et on peut aussi les transformer. Et c'est là où je veux en venir quelque part. Quand je parlais des examens, en fait, en début de vidéo, c'est que je ne pense pas qu'on peut résumer un individu, un enfant, un ado ou un adulte à une image qui va représenter de la réussite. Quelque part, vous savez, je pense que les personnes qui ont été amenées, même si tout le monde y a contribué, mais en tout cas à changer une société fondamentalement, ça a été des gens révolutionnaires. Et les gens révolutionnaires, c'est pas des gens conformés, c'est des gens qui ont su penser et faire différemment. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'accepte de rentrer dans ce cadre-là, système de double injonction, j'accepte de me conformer au maximum par peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué. Mais je limite et je bride aussi ma capacité d'action. Je limite ma capacité à être moi-même et assumer ce que je suis. Voilà où je veux en venir. Alors, les enfants, les ados, les gens qui travaillent pour aller vers quelque chose, bravo, félicitations, c'est le fruit de votre travail, mais gardez ce cap en tête, qu'est-ce qui me correspond, vers quoi je veux aller, et pas forcément faire ce qu'on attend de vous. Et c'est là que pour moi vous serez le plus efficace. Apprenez à accepter de vous tromper. Apprenez à accepter que l'erreur fait partie du dispositif. Et si je devais donner un conseil très modeste en tant qu'éducateur sportif, en tant que thérapeute, si je devais donner des bases et des outils, c'est ne comparez jamais vos enfants, verbalement ou non verbalement, à quelqu'un d'autre. Acceptez-le pour ce qu'il est. Euh, encouragez en permanence et soulignez davantage les réussites et les progrès que les échecs, justement, même si pour moi, l'échec n'existe pas. Et surtout, quoi qu'il arrive, donnez énormément d'amour, d'attention et de jeu. Et je vais même aller un peu plus loin. Et ça peut-être en faire bondir certains.
Quand vos enfants sont malades, ne leur donnez pas plus d'attention que d'ordinaire. Par contre, quand ils se sentent bien dans leur vie, hein, quand ils sont bien, récompensez-les. Jouez avec eux. Donnez-leur du temps et du plaisir. Vous allez habituer le cerveau à récompenser la vie, le bien-être et ainsi de suite. Si vous acceptez de rentrer dans ce jeu de ça va pas, ah, mon petit poussin, qu'est-ce que t'as ci ou ça, vous êtes en train de l'éduquer, soit à fuir une situation vers l'extérieur, ce qui peut souvent être le cas, moi en cabinet, quand on regarde des gamins, des fois que ça se passe pas forcément bien à l'école, et ben vous allez voir que derrière, en fait, quand on va faire venir maman ou papa, et qui va prendre une journée en fait pour le travail, et ben vous allez voir que derrière, le cerveau il est pas bête, il dit tiens, je peux fuir une situation qui est dérangeante, tiens, parfois je peux obtenir l'attention en fait de mes parents, parce que parfois ils travaillent, ils sont pas là, ils n'ont pas le temps pour moi, ou même parfois je peux avoir des bénéfices secondaires. Bah, tiens, je peux jouer à ma console librement, ci ou ça. Et là, en fait, d'ailleurs, on est en train de programmer le cerveau en fait à dire, ben voilà, fuis une situation, c'est la façon de tenir l'attention dont tu as besoin, et ainsi de suite. Bref, alors je me suis un peu égaré sur la dernière truc, c'est parce que je sais pas pourquoi je fais cela, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire, voilà, les résultats, on est dans une société qui est ainsi, il faut savoir accepter et pas renoncer à cette société, savoir accepter les règles du jeu d'une certaine façon. Parce que bah, on vit pas au fin fond d'une grotte dans une montagne, hein, mais dans les faits aussi relativiser les choses, c'est-à-dire que euh, favoriser et mettre en avant ce qui est bon et amener finalement l'enfant à comprendre et à accepter que l'erreur est naturelle, mais qu'il ne pourra jamais se comparer à qui que ce soit, qu'il est lui dans les faits. Et ça, c'est pas forcément que dans les mots qu'on le dit, c'est dans l'attitude, c'est l'attention, les câlins, la tendresse, le timbre de la voix. C'est jamais devant les enfants faire un modèle de comparaison. Quand je vais valoriser un tel, ah t'as vu, non mais ton cousin ou ta cousine, merveilleux, ils ont eu ça, et ton copain, il a tel résultat, et implicitement, toi, ouais, c'est tout des maladresses qu'on peut faire, hein, sans s'en rendre compte, parce qu'on est programmé comme ça, qui vont amener en fait à ça. Bon voilà, alors ça fait déjà 22 minutes, hein, je vais pas étaler plus que ça, j'ai tendance à toujours un peu peut-être trop développer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser en tout cas des questions dans les commentaires, hein, parce que ça sera diffusé sur YouTube, sur Facebook et ainsi de suite. Et puis, voilà, rappelez aussi que parfois, quand on est face à certaines programmations, bah, c'est difficile de s'en défaire tout seul. Vous avez des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider. Donc vous aurez toujours mes coordonnées, hein, notamment sur le Facebook. Donc je me situe sur la commune de Couria, hein, en plein centre-ville. Euh, donc je rappelle, je suis thérapeute. Je passe beaucoup par les outils de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la psychopathologie, la sophrologie. Je suis également naturopathe. Je suis entraîneur en fait en escrime en parallèle. Et, et donc voilà, donc profitez de cette vidéo, partagez-la, faites-la tourner, parfois ça peut aider, ça peut à comprendre des choses, à donner un regard différent, à mettre en place des stratégies différentes. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis. Allez bye, bisous.